pour revenir à cette question de son rapport à Freud, où elle dans certains écrits, vous disiez qu'elle est très respectueuse, mais je trouve quand même c'est vraiment très joli hein, ce choix que vous avez pris où elle interprète un peu son symptôme. Enfin, elle fait en même temps un discours, des reproches qu'elle adresse à Freud, et puis on perçoit quand même un besoin de plaire à Freud, alors qu'elle a quand même une certaine idée. Je veux avoir une liberté sexuelle, j'ai une certaine liberté de penser, mais Freud n'est pas tout à fait d'accord, donc on sent qu'elle veut un petit peu lui plaire, et puis elle parle quand même beaucoup de son rapport au père, avec son propre père qui l'a un peu brimé sexuellement, en tout cas dans ce passage, ces différents passages, elle parle de ce qu'il a pu dire d'elle par rapport au Corse, les gourgandines, exactement. Femme de petite vertu. Exactement, tout ce que disait le père, et puis on a l'impression qu'elle cherche, en tout cas, des figures un peu de paternelles avec au niveau intellectuel, avec quand même le bon qu'elle contacte, enfin, comme si elle cherchait à avoir une sorte d'admiration, une valorisation, ou quelque chose de cet ordre-là. Son enfance, c'est une enfance dans laquelle la seule personne qui l'aime un peu, à part ses nourrices, c'est son père, mais en tout cas là, elle l'aime beaucoup, et il est extrêmement absent, et c'est aussi une figure scientifique, c'est quelqu'un qui part en expédition, qui revient, qui ramène des photos, des objets. Et elle n'a qu'une attente, c'est que son père revienne. Et elle écrit comme son père des cahiers, des journaux, elle fait des espèces de journaux scientifiques comme son père. Donc dès son enfance, elle a cette image d'un père qu'elle aime immensément, qui est extrêmement absent. Et on peut imaginer combien ce père absent, là, je fais un peu de la psychobiographie, mais combien ce père absent et en même temps une des seules attaches sincères qu'elle a, il est d'autant plus aimable et elle est d'autant plus attachée à lui qu'il lui échappe en permanence. Donc elle est dans une espèce de quête, c'est une enfance qui est assez difficile, hein, et du coup effectivement les hommes qu'elle va rechercher, mais là c'est une interprétation un petit peu rapide peut-être, mais ressemble à cela, c'est-à-dire qu'elle va rechercher effectivement des figures paternelles, et elle en a conscience, effectivement. Mais qui transmet, parce qu'elle n'en parle pas, ça je ne savais pas que le père qu'elle limitait un petit peu ce père, mais quelque part cette recherche du savoir, c'est peut-être ça que lui a transmis son père. Quelle était sa position de ce père par rapport à la science? Il est un érudit, qui a suffisamment d'argent pour faire ce qu'il veut grâce à son mariage avec la mère Marie Bonaparte. Et qui fait, alors il est président de la Société de géographie, il fait un peu d'anthropologie. Il fait Il a fait une formation? Non, c'est un autodidacte. Quelqu'un qui a une culture extrêmement importante en anthropologie, en géographie, qui a un des plus gros herbiers en Europe. Hein. Son herbier, qui est aujourd'hui disponible à Lyon, c'est un des plus gros herbiers qui existent à ce moment-là en Europe. Donc, il fait de la science un petit peu en dilettante, on va dire. Enfin, dilettante, pas le côté amateur au sens que c'est pas des productions intéressantes, mais sans faire de carrière académique, tout en étant président de société savante, en faisant des réunions. Le Bon organise le dîner des vins tous les jeudis ou vendredis, donc c'est un dîner, on va chez Le Bon. Des vins. Ah. C'est des vins, il prend Aristide Briand, qui est un des amants de Marie Bonaparte, président du conseil, équivalent du Premier ministre à ce moment-là en France, des politiques, donc des littéraires, des scientifiques. On fait salon, et puis Le Bon, qui aime bien la bonne chair, connu pour une très bonne cuisine, toujours des mets extraordinaires qui sont faits. Elle cherchait aussi son plaisir, papa. Donc on discute là, et lui, il a l'habitude d'aller chez le dîner de Gustave Le Bon, et elle n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Et pendant longtemps, son père lui dit Le Bon n'est pas fréquentable. Donc on parle trop de choses un peu licencieuses, donc non. Et elle finit par pouvoir y aller, puis elle, c'est un moment, c'est une ouverture sur l'extérieur, elle voit des femmes et des hommes extraordinaires qui lui racontent des choses auxquelles elle n'a pas accès. Donc cette aspiration au savoir, à sortir de chez elle en fait. Oui. C'est pas juste elle avait une sortir de chez elle. épistémophile assez développée, mais elle avait aussi les moyens de fréquenter donc la crème, donc l'intelligence. Et beaucoup d'envie, oui. Beaucoup de désir, un peu comme l'eau. Hein, donc, de temps en temps, j'ai beaucoup pensé à l'eau, qui était aussi mariée à un grec. Donc, j'ai beaucoup pensé à l'eau. Entre la volonté de savoir. Oui, entre la volonté de savoir et la fréquentation des grands hommes, et puis la quantité d'amants, et puis voilà. Et puis une certaine indépendance. C'était des femmes extraordinairement indépendantes.
Qui est finalement une identification au père, au savoir, sexualité, puis elle passe finalement si elle, le bon, ensuite Freud, et puis où je crois qu'elle avait aussi, il y a peut-être ce côté où elle veut donner ce côté un petit peu rigide, où elle vénère. Alors, je crois qu'on l'appelait Madame Freud a dit, je crois que c'était. Oui, c'est ça. Effectivement, Lacan reprend aussi cette formulation, mais en fait, elle passait son temps à dire ça, il faut être honnête. Elle passait son temps, elle disait souvent, moi qui ai connu Freud, et puis évidemment la jeune génération, il disait, mais oui, alors, cette vieille qui nous raconte... Est-ce qu'on va devoir continuer à écouter cette vieille dame avec son discours? Mais ça, c'est vraiment... Celle qui disait, qui était aussi freudaliste, c'était Dorothy Burlingham, l'amie de Anna Freud. Et il y a, c'est Peter Heller qui était le beau-fils, je pense, ou le fils de... Mais il était analysant de Dorothy Burlingham. Il racontait comment tout le temps dans cette maison, Anna Freud et Dorothy Burlingham venaient dire Freud a dit, Freud a dit. Ou alors Anna a dit. Et quand il disait Anna et le professeur ont dit, alors là c'était vraiment incontestable. Alors c'est possible que ça vienne de là, parce qu'effectivement elle devient amie très proche. Il y a une correspondance entre Anna Freud et Marie Bonaparte, surtout après le décès de Freud, qui est à Washington. J'en ai lu une bonne partie, où elles deviennent très très proches. Elles sont vraiment, elles ont une relation d'amitié très intense à partir des années 50 surtout. Et je change un peu de sujet, mais un point sur l'anthropologie. Vous avez parlé, en fait, il y a des choses assez qu'on a un petit peu parlé, mais pour elle c'est un sujet, et c'est lié à la sexologie. Et elle va envoyer, elle en parle d'ailleurs en correspondance, elle va envoyer en fait sa cousine Annie de Villeneuve, celle qu'elle a mesurée la première. C'est elle qu'elle envoie à Djibouti. Interroger des femmes excisées et infibulées, et réaliser en fait ce qui est probablement un des premiers, si ce n'est le premier article publié sur cette thématique, parce que Annie Villeneuve va faire des entretiens avec ces femmes, et va faire un article qui est publié dans la revue des africanistes, sous le nom de Annie Villeneuve, et elle ne cite pas Bonaparte dedans, pas forcément le lien, mais elle n'envoie pas, c'est pas juste un truc en dilettante, l'enquête qu'elle a faite, et une des premières enquêtes faites auprès de femmes infibulées et ou excisées, en leur demandant, effectivement, la question étant, mais est-ce que ces femmes éprouvent du plaisir? Est-ce que ces femmes sont clitoris? Et qu'est-ce qu'elle disait? Et vu les conditions d'infibulation et d'excision qui sont décrites, l'article, moi j'ai lu les lettres à Annie Villeneuve, parce qu'elles étaient dans le fond, c'est des descriptions insoutenables, parce qu'en fait c'est une petite fille attachée, c'est vraiment des trucs horribles, attachée avec, il y a une femme qui a ce rôle-là, qui vient avec un couteau, bien avec une lame. Et après, si c'est infibulation, ça veut dire recoudre les lèvres, c'est des descriptions qui sont... Mais encore aujourd'hui... En plus c'est douloureux après dans l'acte. Des infections. Encore aujourd'hui, c'est fait des conditions hygiéniques particulières. En Afrique, encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle Est-ce que la personne peut retrouver un plaisir quand même après C'est une grande... Alors oui et non, parce qu'elle prend des exemples aussi de femmes, parce qu'à l'époque ça se faisait aussi, l'excision de femmes masturbatoires. Les femmes masturbatoires, pour les soigner, un des traitements, c'était l'excision. Et ces femmes-là... En Europe, oui, bien sûr. À Vienne, Paris, ça se pratique. Quelle période? 19e? Fin du 19e, début du 20e. Ils étaient très préoccupés par la masturbation. Ces femmes qui se masturbent, quand même, elles prenaient une indépendance de vie des hommes qui était problématique. Et donc, du coup, ces femmes-là, certaines se masturbaient encore sur la zone, parce que le clitoris, on a beau enlever le clitoris, il reste là, en fait. Voilà, il reste tout là. Donc, en fait, c'est possible de trouver du plaisir et de continuer à se masturber le clitoris, même si on n'a plus de clitoris, en fait, c'est un peu le bouton. L'organe est sur la pointe de l'iceberg est partie, mais il y a tout le reste. Parce qu'il y a énorme. Justement, je m'intéresse pour cette. Vous pouvez après me donner le nom de cette personne qui a publié en 2005, cette urologue. C'est Hélène O'Connell. Hélène. Tu peux noter mais je la cite, je pense, elle est citée dans l'introduction. Ah, dans l'introduction. Vous trouvez dans l'introduction, et puis si vous faites sur Google, c'est vraiment devenu une figure. Toi, tu m'avais déjà parlé de Noël. Ah, j'ai oublié. O comme CO2NEL. Et Melbourne, professeur à Melbourne, c'est devenu presque une égérie. Oui, je t'ai déjà dit, mais j'ai oublié. Et il y a autre chose, c'est que sur la question de l'excision, elle théorise un peu ça, et c'est intéressant, je trouve,
où elle parle, en fait, elle met en parallèle l'excision anatomique des primitifs avec l'excision psychique des modernes. Comment ça, l'excision psychique? La frigidité, toute la répression qui est faite par rapport à la sexualité des femmes, sans qu'il y ait nécessairement une forme d'excision, serait la forme évoluée de l'excision qui est pratiquée chez les peuples des primitifs. C'est un texte assez intéressant et assez moderne, enfin, je trouve qu'il y a... Donc ça, c'est de Mary Bonaparte. Ouais. Oui, mais elle reprend d'ailleurs, quand elle parle de ces histoires dans le texte que vous avez donné de crampes, elle parle de cette inhibition morale. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas étonnant, parce qu'on va aller chercher l'orgasme intellectuel et l'orgasme physique en même temps.